Le fer glacé de la lame perça le crâne dans un bruit sourd, tel du bois se fendant. Du sang sombre coula sur la neige tachée, formant de petits ruisseaux cramoisis qui se perdaient parmi les débris d'armures brisées et les étendards déchirés. Là, en ce sombre matin de janvier 477, gisait l'homme qui avait fait trembler l'Europe, désormais méconnaissable, le visage déchiqueté et le corps nu, dépouillé de toute dignité. Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, avait trouvé sa fin non pas dans la gloire, mais dans la boue glacée de Nancy, transmuée d'un conquérant redouté en cadavre anonyme. 2 jours auparavant seulement, cet homme commandait encore l'armée finale de ses ambitions démesurées. Charles de Bourgogne avait vu son pouvoir croître comme peu d'autres au cours de l'histoire médiévale, héritier de territoires s'étendant des Pays-Bas jusqu'aux frontières de la Suisse, contrôlant les routes commerciales les plus lucratives d'Europe. Ces domaines brillaient de la richesse des cités flamandes, où les tisserands créaient des tapisseries qui ornaient les palais des rois, et où les marchands accumulaient des fortunes rivalisant avec les couronnes. Depuis son jeune âge, Charles faisait preuve d'une personnalité oscillant entre le brillant et le dangereux. Ses yeux sombres, constamment inquiets, portait une intensité qui faisait détourner le regard aux courtisans. Lorsqu'il parlait, sa voix grave résonnait dans les salles du palais ducal avec une autorité qui ne tolérait aucune contradiction. En 1467, à 24 ans, Charles prit possession du duché à la mort de son père, Philippe le Bon. La transition du pouvoir révéla immédiatement sa nature implacable. Là où Philippe avait gouverné avec diplomatie et équilibre, Charles apporta une soif insatiable d'étendre ses frontières et d'affirmer son indépendance. Il ne se contentait pas d'être vassal du roi de France. Il rêvait de restaurer l'ancien royaume de Bourgogne et peut-être même de conquérir une couronne impériale. Ses premières années comme duc furent marquées par une série de campagnes militaires qui agrandirent ses territoires et consolidèrent sa réputation de commandant impitoyable. À Liège, cité rebelle qui avait osé défier son autorité, Charles montra la brutalité qui deviendrait sa marque de fabrique. Après l'avoir assiégée pendant des mois, il ordonna qu'elle soit brûlée jusqu'au fondement, ne laissant que cendres et cadavres pour témoigner de sa clémence. Philippe de Comines, chroniqueur et conseiller au service aussi bien de Charles que de ses ennemis, écrivit dans ses mémoires la terreur que le duc inspirait même à ses propres hommes. Ses colères étaient des tempêtes qui dévastaient tout sur leur passage, relata Comines, et lorsqu'ils s'enflammaient de rage, même les plus braves capitaines tremblaient. Le duc avait pris l'habitude de parcourir les campements militaires la nuit, vêtu d'une armure noire, qui le faisait ressembler à une apparition sinistre parmi les feux de camp des soldats. Sa présence était à la fois inspirante et terrifiante, car tous savaient que Charles n'hésitait pas à exécuter de ses propres mains ceux qu'il considérait comme traîtres ou lâches. La richesse de la Bourgogne permettait à Charles de maintenir l'une des armées les plus modernes d'Europe. Ses canons de bronze, fondus par les meilleurs artisans flamands, étaient capables d'abattre les murailles les plus épaisses. Ces troupes comprenaient des mercenaires anglais armés d'arcs longs, des piquiers allemands disciplinés et la redoutable cavalerie lourde bourguignonne dont les armures polies reflétaient la lumière du soleil comme des miroirs mortels. Sur les champs de bataille, Charles se distinguait tel un colosse vêtu d'acier noir, brandissant une épée à 2 mains qui avait appartenu à son arrière-grand-père. Ses victoires à Granson et à Morat contre les confédérés suisses confirmèrent initialement sa réputation d'invincibilité, mais révélèrent aussi les premiers signes de son obsession destructrice. La cour de Charles reflétait sa personnalité complexe et contradictoire. Lors des banquets à Bruxelles ou à Bruges, le duc pouvait manifester un raffinement exceptionnel, discutant de littérature avec des humanistes italiens ou admirant des peintures de maîtres flamands. Sa bibliothèque personnelle renfermait des manuscrits enluminés d'une valeur inestimable, notamment des chroniques de Charlemagne qui nourrissaient ses rêves de grandeur impériale. Cependant, ce même raffinement culturel cohabitait avec
Des épisodes de violence soudaine qui choquaient même les courtisans les plus habitués à la brutalité médiévale. Lors d'un dîner, Charles aurait brisé un calice d'or sur la tête d'un noble, ayant remis en question ses décisions militaires, laissant l'homme ensanglanté tandis que les autres convives faisaient semblant de n'avoir rien vu. Les femmes de la cour développèrent une perception aiguë des humeurs du duc. Lady Margaret d'York, sa troisième épouse et sœur du roi Édouard IV d'Angleterre, apprit à reconnaître les signes annonciateurs de ces explosions de fureur. Quand Charles serrait les poings jusqu'à ce que les articulations blanchissent, me confia-t-elle dans une lettre à son frère, nous savions toutes qu'il était temps de nous retirer en silence. Margaret avait épousé Charles en 1468, lors d'une cérémonie de 15 jours qui coûta l'équivalent du budget annuel d'un petit royaume. L'union scella une alliance entre la Bourgogne et l'Angleterre contre la France, mais emprisonna également Margaret dans un mariage avec un homme dont la soif de pouvoir croissait chaque année. Les ambassadeurs étrangers visitant la cour bourguignonne rapportaient dans leurs dépêches l'atmosphère de tension constante qui entourait le duc. L'ambassadeur vénitien Antonio Dandolo écrivit au doge en 1475 que le duc Charles possède une majesté terrible, comme s'il portait en lui le poids de tempêtes prêtes à s'abattre sur le monde. Dandolo décrivit comment Charles recevait ses audiences assis sur un trône d'ébène orné de rubis, vêtu d'une tunique de velours noir qui absorbait la lumière alentour, créant un effet presque surnaturel. Sa couronne ducale, chef-d'œuvre de l'orfèvrerie gothique, paraissait trop lourde pour sa tête, mais Charles la portait avec un orgueil obsessionnel, comme si elle était un talisman de son pouvoir. La musique et l'art fleurissaient à la cour, toujours sous le regard vigilant d'un souverain imprévisible. Charles protégeait des compositeurs tels qu'Antoine Busnois, dont les messes polyphoniques résonnaient dans les chapelles ducales, d'une beauté mélancolique anticipant tragédie et drame futurs. Les peintres Hans Memling et Hugo van der Goes créèrent des portraits de la famille ducale, qui saisissaient non seulement l'opulence extérieure, mais aussi une profonde tristesse dans le regard des sujets. Un tableau de Margaret d'York, aujourd'hui perdu, montrait des larmes presque imperceptibles dans ses yeux bleus, un détail que Charles aurait fait recouvrir d'une touche d'or. À mesure que les années passaient, l'obsession de Charles pour l'expansion territoriale s'intensifiait de façon quasi pathologique. Il ne dormait que 3 ou 4 heures par nuit, se levant avant l'aube pour étudier des cartes et planifier des campagnes. Ses serviteurs rapportaient qu'il était parfois retrouvé errant dans les couloirs du palais aux premières heures du matin, murmurant des stratégies militaires comme s'il dialoguait avec des fantômes. Ses repas devinrent de plus en plus spartiates. Charles ne mangeait souvent que du pain et du vin pendant des jours entiers, estimant qu'une nourriture abondante rendait les commandants paresseux. La transformation physique du duc commença à se révéler vers 1475. Ses cheveux sombres, autrefois soigneusement coiffés, blanchirent prématurément et il prit l'habitude de les arracher lorsqu'il était anxieux, laissant de petites zones dégarnies qu'il tentait de dissimuler sous chapeau ou casque. Ses mains, jadis fermes pour saisir épée ou plume, tremblaient légèrement lors de moments de stress. Les médecins de la cour prescrivaient des saignées régulières pour apaiser ses humeurs chaudes, mais Charles refusait la plupart des traitements, soutenant que seule la victoire militaire pouvait calmer son agitation. La campagne suisse de 1476 marqua le début de sa chute. Charles avait complètement sous-estimé la détermination et l'habileté militaire des confédérés alpins, les traitant comme de simples paysans rebelles sujets à une soumission rapide. Lors de la bataille de Grandson, en mars de cette année-là, son armée subit une défaite humiliante. Les Suisses non seulement terrassèrent les troupes bourguignonnes, mais capturèrent un précieux butin d'artillerie, y compris les fameux canons que Charles considérait invincibles. Parmi les dépouilles perdues figurait son sceau ducal, personnel et plusieurs reliques religieuses qu'il portait comme talisman de chance. L'annonce de la défaite arriva à la cour, telle la foudre dans un ciel pur. Margaret d'York, selon les chroniqueurs contemporains,
s'évanouit en apprenant que son mari avait perdu non seulement une bataille, mais une grande partie de sa réputation d'invincibilité. Les courtisans commencèrent à murmurer dans les couloirs, se demandant pour la première fois si Charles détenait véritablement la protection divine qu'il prétendait toujours avoir. Lui-même, lorsqu'il revint à Bruxelles quelques semaines plus tard, paraissait physiquement diminué. Ses vêtements pendaient sur son corps, comme s'il avait perdu du poids subitement, et ses yeux avaient acquis une qualité fiévreuse qui effrayait ceux qui le connaissaient depuis des années. Pourtant, au lieu de considérer la défaite comme un signal pour réévaluer ses ambitions, Charles l'interpréta comme une épreuve de sa détermination. Il se mit à parler avec obsession de laver l'honneur dans le sang suisse et ordonna la mobilisation de ressources encore plus vastes pour une nouvelle campagne. Les documents de l'époque montrent qu'il vida le trésor ducal, vendit des bijoux de la couronne et même mit en gage des propriétés pour financer une nouvelle armée. Ses lettres à Margaret devinrent de plus en plus incohérentes, mêlant déclarations d'amour à des fantasmes grandioses de conquête de toute l'Europe centrale. La seconde expédition suisse, qui aboutit à la bataille de Morat en juin 1476, fut encore plus désastreuse que la première. Charles avait rassemblé près de 20 000 hommes, incluant des mercenaires italiens, allemands et anglais, mais sa direction était devenue erratique et imprévisible. Des témoins racontèrent que pendant le siège de Morat, le duc restait parfois immobile pendant des heures, fixant les murailles de la ville, comme s'il espérait qu'elles s'écrouleraient sous la force de sa volonté. D'autres fois, il éclatait en accès de rage qui laissait ses capitaines perplexes quant à ses véritables intentions. La défaite à Morat fut complète et humiliante. Les Suisses non seulement repoussèrent le siège, mais pourchassèrent l'armée bourguignonne en déroute, massacrant des milliers de soldats tentant de s'échapper à travers marécages et forêts. Charles perdit presque toute son artillerie à nouveau, ainsi que son carrosse personnel contenant des correspondances intimes avec Margaret et d'autres documents compromettants. Parmi les morts se trouvait Pierre de Hagenbach, l'un de ses commandants les plus fidèles, dont l'exécution par les Suisses quelques semaines plus tôt avait été l'un des facteurs ayant poussé Charles à chercher vengeance. Le retour de Charles dans ses domaines après Morat révéla un homme brisé, bien qu'il refusât de l'admettre. Des témoins décrivirent son apparence comme spectrale, vêtu de haillons souillés de boue et de sang, cheveux en désordre et regard semblant ne plus voir le monde réel autour de lui. Margaret tenta de le convaincre d'abandonner ses ambitions militaires et de se concentrer sur l'administration des territoires restants, mais Charles réagit à ces suggestions par des explosions de fureur qui terrorisaient toute la cour. Lors d'une de ces discussions, il aurait brisé des meubles de valeur et hurlé qu'il préférait mourir plutôt que de vivre en duc de province. L'obsession de Charles pour restaurer son honneur le poussa à prendre une décision qui scellerait son destin, l'invasion de la Lorraine. René II, le jeune duc de Lorraine, s'était allié aux Suisses et aux Français, et Charles voyait sa défaite comme cruciale pour maintenir un corridor terrestre entre ses territoires du nord et du sud. En octobre 1476, avec seulement environ 8 000 hommes, une fraction de ce qu'il avait commandé auparavant, Charles entama ce qui serait sa dernière campagne militaire. Le siège de Nancy commença en novembre. L'hiver approchant, à grands pas, les conditions étaient déplorables dès le départ. Les pluies incessantes transformèrent le camp bourguignon en un bourbier infecté où les maladies se propageaient rapidement. Charles, cependant, semblait insensible à l'inconfort de ses hommes. Il avait dressé sa tente au point le plus élevé du camp, d'où il pouvait observer sans relâche les murailles de Nancy, comme si sa vigilance pouvait hâter la reddition de la ville. Les lettres que Charles écrivait durant le siège, dont quelques-unes ont survécu dans des archives autrichiennes, révèlent l'état mental délabré du duc. Dans l'une d'elles, adressée à Margaret, il écrivait « Ma tendre épouse, les anges me visitent chaque nuit et m'assurent
Que Nancy tombera avant Noël. Charlemagne m'est apparu en rêve, vêtu de mon armure, et m'a dit que mon destin est de réunir de nouveau son empire. Ces visions mystiques, que Charles décrivait avec des détails saisissants, préoccupèrent ses commandants, mais personne n'osa remettre en question ouvertement sa santé mentale. La situation dans le camp empirait jour après jour. La nourriture se raréfia dès que les lignes d'approvisionnement furent coupées par les attaques de la cavalerie française. Les soldats, dont beaucoup n'avaient pas reçu de solde depuis des mois, commençaient à déserter en petits groupes pendant la nuit. Charles répondit à ces désertions par des exécutions publiques qui ne firent qu'abaisser davantage le moral des troupes. Olivier de la Marche, chroniqueur de la cour et témoin des derniers jours du duc, décrivit comment Charles errait parfois parmi les feux de camp à minuit, vêtu simplement d'une chemise sale et parlant seul dans des dialectes que personne ne comprenait. Le froid de décembre apporta une nouvelle dimension de souffrance au siège. La neige tomba abondamment, recouvrant le camp d'un linceul blanc qui masquait la saleté et la mort, mais ne pouvait pas dissimuler l'odeur des corps en décomposition et des excréments humains. Charles avait tellement perdu de poids que son armure dut être ajustée à plusieurs reprises par les forgerons du camp. Ses yeux, autrefois brillants et intimidants, étaient à présent creusés et cerclés de noir, lui conférant une apparence cadavérique. Pendant Noël 1476, Charles refusa toute festivité, affirmant qu'il n'y aurait pas de joie avant que Nancy ne soit à lui. Il passa la nuit seul dans sa tente, rejetant même la compagnie de ses chapelains. Des soldats proches rapportèrent avoir entendu gémissements et cris provenant de sa tente toute la nuit, mais personne n'osa enquêter. Le lendemain matin, Charles émergea avec des égratignures sur le visage qu'il prétendait avoir reçues de démons essayant de l'empêcher de prier. L'arrivée de 1477 porta des nouvelles dévastatrices pour le camp bourguignon. René de Lorraine avait levé une armée de secours comprenant non seulement des troupes françaises, mais aussi des contingents suisses, vétérans des victoires précédentes contre Charles. Le duc accueillit ces informations avec un calme troublant, presque surnaturel. Plutôt que de songer à une retraite stratégique, il annonça qu'était venu le moment de sa bataille finale, usant de termes plus propres à une croisade religieuse qu'à une campagne militaire conventionnelle. Dans les derniers jours précédant la bataille, Charles présenta des comportements de plus en plus erratiques. Il ordonna à ses hommes de jeûner pendant 3 jours afin de purifier leurs âmes avant le combat sacré. Une décision qui rendit des troupes déjà affaiblies par la faim encore plus vulnérables. Durant cette période, le duc passait des heures à genoux devant un crucifix portatif, murmurant des prières en latin et éclatant parfois en sanglots que tout le camp pouvait entendre. La dernière lettre de Charles à Margaret, datée du 4 janvier 1477, est un document troublant révélant entièrement son état mental détérioré. « Chère Margaret », écrivait-il d'une main tremblante, à peine reconnaissable par rapport à son écriture habituelle, « aujourd'hui, j'ai reçu une vision de la Vierge Marie, qui m'a dit que ma mort apportera gloire éternelle à la maison de Bourgogne. Ne pleure pas pour moi lorsque cette lettre parviendra, car je siégerai à la droite de Dieu, jugeant mes ennemis pour l'éternité. » Cette lettre, tachée de ce qui semblait être des larmes ou du sang, n'atteignit jamais sa destinataire. Le matin du 5 janvier 477 se leva avec un brouillard épais, recouvrant les champs autour de Nancy. Charles avait passé la nuit à marcher en cercle dans sa tente, murmurant des stratégies incompréhensibles. Lorsque ses commandants vinrent l'informer de l'approche de l'armée ennemie, ils le trouvèrent vêtu d'une armure ayant appartenu à son arrière-grand-père, une pièce de musée offrant une protection inadéquate, mais qu'il affirmait dotée de pouvoirs mystiques. La formation de l'armée bourguignonne ce matin-là fut chaotique et mal coordonnée. Charles avait abandonné les principes tactiques qui l'avaient rendu célèbre, optant pour une charge frontale massive, ignorant les leçons tirées des défaites antérieures. Ces hommes, affamés et démoralisés, obéissaient plus par peur que par loyauté,
Beaucoup avaient secrètement décidé de déserter à la première occasion, mais la rapidité des événements ne leur en laissa pas le temps. Lorsque les lignes ennemies apparurent à travers la brume, Charles poussa un cri de guerre qui résonna sur tout le champ de bataille. Des témoins décrivirent ce son comme un mélange de rugissement animal et de plainte humaine, une vocalisation qui glaça le sang des plus aguerris. Il éperonna son cheval, un destrier noir qu'il avait monté dans des dizaines de batailles, et mena la charge avec une férocité désespérée qui ressemblait davantage à un suicide qu'à une stratégie militaire. La bataille de Nancy fut plus un massacre qu'un combat organisé. Les troupes bourguignonnes, numériquement inférieures et mal positionnées, furent rapidement enveloppées sur les flancs. Charles, au centre de la mêlée, se battait comme un homme possédé, sa lame tranchant l'air en arc sauvage, tandis que son cheval piétinait des corps. Plusieurs témoins rapportèrent l'avoir vu rire hystériquement en tuant un son, et qui, selon eux, résonnait au-dessus du fracas de la bataille comme le rire d'un fou. Le moment exact de la mort de Charles demeure enveloppé de mystères et de contradictions. Certains témoins affirmèrent qu'il fut renversé de son cheval par une lance suisse, puis piétiné par la cavalerie ennemie. D'autres versions suggèrent qu'il fut encerclé par un groupe de soldats lorrains qui ne reconnurent son identité que trop tard. Le récit le plus détaillé vient d'un mercenaire allemand qui prétendait avoir été proche lorsque Charles tomba. Le duc se battait, comme 10 hommes, mais du sang coulait sur son armure en plusieurs endroits. Lorsqu'il tomba enfin, il tenta de se relever 2 fois avant de rester immobile. Ce qui est certain, c'est que le corps de Charles ne fut pas identifié immédiatement après la bataille. Dans la confusion de la victoire, les soldats victorieux se concentrèrent sur le pillage des cadavres et la poursuite des fuyards. Le cadavre du duc de Bourgogne gisait parmi des centaines d'autres, dépouillé de son armure précieuse et abandonné nu sur la neige qui, en peu de temps, se teinta de rouge du sang de milliers d'hommes. La recherche du corps de Charles commença 2 jours plus tard, lorsqu'il devint clair que le duc avait totalement disparu. René de Lorraine, craignant les répercussions politiques d'avoir tué l'un des plus puissants nobles d'Europe, ordonna une quête systématique parmi les morts. La tâche était macabre. Des centaines de cadavres gelés et mutilés durent être examinés un par un, beaucoup étant déjà dévorés par des chiens et des corbeaux rassemblés sur le champ de bataille. L'homme qui finit par identifier Charles fut Olivier de la Marche, le chroniqueur de la cour qui servait la maison ducale depuis des décennies. Convoqué pour aider à l'identification, de la Marche parcourut le champ de bataille, le visage déformé par l'horreur croissante. Lorsqu'il trouva enfin ce qui restait de son seigneur, il tomba à genoux dans la neige et vomit violemment. Le corps qui avait commandé des armées et intimidé des rois était méconnaissable, le crâne fracassé et le visage défiguré au-delà de toute reconnaissance visuelle. La découverte du corps entraîna une série de réactions en chaîne qui ébranlèrent toute l'Europe. Margaret d'York, en apprenant la nouvelle à Bruxelles, se serait enfermée dans ses appartements pendant 3 jours, refusant de manger ou de recevoir des visites. Lorsqu'elle sortit enfin, des témoins racontèrent que ses cheveux étaient presque entièrement blanchis durant ces 3 jours de deuil. Elle ne retrouva jamais le sourire, selon les archives de la cour, et passa le reste de sa vie vêtue de noir. Les funérailles de Charles à Nancy furent une cérémonie surréaliste reflétant la tragédie de sa mort. Son corps, si mutilé qu'il fallut le recouvrir entièrement pendant le service, fut déposé dans un simple cercueil de bois, une humiliation suprême pour un homme ayant vécu entouré de luxe impérial. René de Lorraine, sincèrement bouleversé par la mort de son ennemi, organisa une messe solennelle, mais la cérémonie fut constamment interrompue par des soldats ivres célébrant leur victoire devant l'église. Les conséquences politiques de la mort de Charles furent immédiates et dévastatrices pour l'héritage bourguignon. Ces territoires se fragmentèrent presque instantanément, la France annexant la Bourgogne proprement dite, tandis que les Pays-Bas passaient sous contrôle des Habsbourg, par le mariage de Marie de Bourgogne, fille de Charles, avec Maximilien. D'Autriche,
Le rêve d'un royaume bourguignon indépendant mourut avec son créateur sur ces champs glacés de Nancy. La légende de Charles le Téméraire, cependant, ne faisait que commencer. Dans les mois qui suivirent sa mort, des récits de plus en plus fantastiques sur ses derniers jours commencèrent à circuler. Certains affirmaient qu'il avait été aperçu vivant après la bataille, errant sur les champs comme un fantôme en quête de vengeance. D'autres murmuraient que son corps avait été secrètement exhumé et emporté dans un monastère où des moines tentaient de le ressusciter par des rituels occultes. Philippe de Comines, dans ses célèbres mémoires écrites des années plus tard, offrit une réflexion plus sobre sur la tragédie. Charles fut un homme doté de toutes les qualités nécessaires à la grandeur, sauf la plus essentielle, la connaissance de ses propres limites. Son ambition était vaste comme le ciel, mais son jugement était aussi défaillant que celui d'un enfant. Il mourut, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il refusa de reconnaître que même les plus puissants doivent se courber devant la réalité. La transformation de Charles, duc respecté en figure tragique, fascina les générations suivantes d'écrivains et d'historiens. Son histoire renfermait déjà des archétypes de la littérature. Le souverain dont l'orgueil provoque sa et propre destruction, le général brillant dont la démesure le mène à la ruine, l'homme puissant qui perd tout faute de savoir s'arrêter. Ces thèmes résonneront à travers les siècles dans des œuvres allant de Shakespeare à George R.R. Martin, ce dernier ayant reconnu explicitement Charles comme l'une des inspirations pour ses personnages dans A Song of Ice and Fire. L'impact psychologique de la mort de Charles sur ses contemporains fut profond et durable. Une génération entière de nobles européens avait grandi en croyant à l'invincibilité du duc bourguignon, et sa mort soudaine et violente servit de rappel brutal de la fragilité du pouvoir humain. Lettres et journaux intimes de l'époque révèlent une sorte de terreur existentielle qui se répandit dans les cours européennes. Si Charles le Téméraire pouvait mourir nu et méconnaissable dans la boue glacée, quelle sécurité pouvait réellement posséder le moindre d'entre eux? Margaret d'York ne se remit jamais entièrement de la perte de son époux. Elle vécut 36 ans après sa mort, mais des récits cohérents la décrivent comme une femme hantée, souvent vue conversant avec des portraits de Charles ou errant dans les jardins du palais aux premières heures du matin, lorsque le brouillard projetait des ombres qu'elle confondait parfois avec la silhouette de son mari défunt. Elle commanda plusieurs œuvres d'art en sa mémoire, notamment un retable dans la cathédrale de Bruges montrant Charles accueilli au paradis par des saints guerriers, une image contrastant grotesquement avec la réalité de sa mort brutale. L'influence de Charles sur l'art et la littérature de son temps fut significative et durable. Des compositeurs créèrent des requiems en sa mémoire, à la fois majestueux et mélancoliques, capturant la dualité d'un homme à la fois inspirant et terrifiant. Hans Memling, qui avait peint des portraits de la famille ducale pendant des années, réalisa une œuvre troublante intitulée « La mort de Charles », représentant le duc dans ses derniers instants, entouré de figures allégoriques incarnant l'ambition, l'orgueil et le destin. Les rêves grandioses de Charles continuèrent de hanter l'imagination européenne longtemps après sa mort. Des documents découverts dans les archives ducales révélaient des plans détaillés pour des campagnes jusqu'à Constantinople et Rome, projets si ambitieux qu'ils semblaient plus relever de la fantaisie que de stratégies militaires viables. Parmi ses papiers personnels furent trouvées des cartes annotées de sa propre main, montrant des routes de conquête couvrant toute l'Europe centrale et une partie de la Méditerranée. L'armure de Charles, récupérée sur le champ de bataille quelques jours après sa mort, devint une relique macabre transmise de main en main pendant des siècles. Tachée de sang qui ne put jamais être complètement effacée, elle portait les marques de dizaines de coups qui avaient perforé le métal. Chaque dent et rayure racontait un fragment de ses derniers moments, et des collectionneurs nobles payaient des fortunes simplement pour la toucher, comme s'ils espéraient absorber quelque chose du pouvoir perdu du duc. La bibliothèque personnelle.
De Charles, l'une des plus impressionnantes d'Europe, fut dispersée après sa mort, mais certains manuscrits enluminés survécurent et révélèrent des facettes intimes de sa personnalité. Dans les marges de chroniques historiques, il avait rédigé des commentaires en plusieurs langues, certains empreints de réflexion et d'intelligence, d'autres révélant une paranoïa croissante quant aux conspirations et trahisons. Un manuscrit sur Charlemagne contenait des notes denses où Charles semblait converser directement avec l'empereur défunt, lui demandant conseil sur la stratégie et la gouvernance. Les derniers serviteurs de Charles, ayant survécu à la bataille de Nancy, véhiculèrent des récits troublants sur les derniers jours du duc. Jean de Hainain, son écuyer personnel, rapporta dans un témoignage consigné des années plus tard que Charles n'avait plus dormi du tout pendant les 14 derniers jours précédant la bataille. Il errait sans relâche, se souvenait Hainain, parlant parfois à des personnes qui n'étaient pas là, d'autres fois récitant les noms de tous les hommes qu'il avait tués, comme s'il prononçait une prière ou une confession. La transformation physique de Charles pendant le siège fut documentée par plusieurs sources indépendantes. Olivier de la Marche écrivit que le duc avait perdu tant de poids que sa couronne ducale ne tenait plus droit sur sa tête, oscillant à chacun de ses mouvements. Ses mains, jadis assez fortes pour briser des os à l'épée, tremblaient constamment, et il développait un tic nerveux qui le faisait cligner rapidement des yeux lorsqu'il était agité. Plus perturbant encore, ses pupilles se dilatèrent en permanence, conférant à son regard une qualité vitreuse qui faisait fuir quiconque osait croiser son regard. Le médecin de la cour, maître Guillaume de Vary, tint des registres détaillés de la détérioration de Charles, découvert seulement au XIXe siècle. Ces notes révèlent un éventail de symptômes que les spécialistes modernes auraient reconnus comme signe de stress psychologique extrême et d'un possible effondrement mental. Le duc ne sait plus distinguer rêves et veilles. On écrivait de Varier en décembre 1476. Il me demande sans cesse des nouvelles blessures qui n'existent pas et affirme ressentir des douleurs dans des membres non blessés. Ses prières se sont métamorphosées en conversation avec des saints morts qu'il jure voir présents dans sa tente. La religiosité de Charles, jadis intense, devint obsessionnelle ces derniers mois. Il commença à porter un cilice, une chemise de crin rugueux utilisée par les pénitents sous son armure, provoquant des plaies qui s'infectèrent et exhalèrent une odeur putride perceptible à plusieurs mètres. Lors des messes dans le camp, Charles se prosterna jusqu'au sol boueux, restant immobile si longtemps que les chapelains durent parfois vérifier s'il était encore en vie. Les rêves de Charles, consignés dans des fragments de journal retrouvés dans sa tente après la bataille, dévoilent une psyché en pleine désintégration. Chaque nuit, mon arrière-grand-père Jean sans peur vient me rendre visite, écrivait-il d'une écriture de plus en plus instable. Il me montre sa gorge tranchée et dit que tous les ducs de Bourgogne doivent mourir violemment pour expier les péchés de notre lignée. Je lui demande s'il existe une autre voie, mais il se contente de rire et de pointer ma lourde épée ensanglantée. La correspondance entre Charles et d'autres princes européens durant le siège de Nancy témoigne de la dégradation de sa réputation. Le roi Louis XI de France, traditionnellement prudent dans ses échanges avec le duc, commença à évoquer Charles en termes presque cliniques, parlant de l'aliénation de l'esprit du duc. Le pape Sixte IV, initialement favorable aux appels de Charles pour un soutien contre les hérétiques suisses, cessa toute correspondance après avoir reçu une lettre où le duc prétendait avoir été choisi en personne par le Christ pour purifier l'Europe par le fer et le feu. La dernière tentative d'intervention vint de Marie de Bourgogne, fille unique de Charles, qui se rendit secrètement à Nancy en décembre 1476. Les témoins de leur entrevue décrivirent une scène dévastatrice. Marie, alors âgée de 19 ans, découvrit un père méconnaissable, parlant de manière incohérente de visions prophétiques et refusant de la regarder en face. Il m'a appelé sous le nom de plusieurs femmes mortes, confia-t-elle plus tard à sa dame de compagnie, y compris ma propre mère, décédée lorsque j'étais enfant.
Lorsque j'ai tenté de l'embrasser, il a reculé comme si mon toucher le brûlait. La rencontre entre le père et la fille dura seulement quelques heures, mais suffit à convaincre Marie que son père était perdu. Elle quitta Nancy consciente qu'elle ne reverrait probablement jamais Charles vivant, emportant une lettre d'adieu griffonnée de doigts tremblants. La lettre, préservée dans les archives des Habsbourg, ne contenait qu'une seule phrase lisible. « Marie, pardonne-moi de te laisser un royaume de cendres. » Le reste n'était qu'une série de gribouillis incompréhensibles, entrecoupés de dessins grotesques, semblant représenter des champs de bataille jonchés de cadavres. Dans les derniers jours précédant la bataille finale, Charles développa une obsession étrange pour sa propre mortalité. Il ordonna qu'un cercueil soit fabriqué dans son camp, affirmant avoir vu sa mort en rêve et voulant être prêt. Le charpentier chargé de la tâche rapporta que le duc insista pour se coucher dans le cercueil à plusieurs reprises pour tester l'ajustement, murmurant des prières en latin tout en simulant d'être mort. Les soldats, témoins de ces scènes bizarres, commencèrent à chuchoter que leur commandant avait été possédé par des démons. La déliquescence du camp bourguignon dans les jours précédant le siège était presque indescriptible. Avec les lignes d'approvisionnement coupées et le moral en chute libre, la discipline militaire sombra totalement. Des soldats vendaient leur équipement contre de la nourriture, d'autres abandonnaient leur poste et prenaient la fuite la nuit. Le camp lui-même était devenu un bourbier infecté, où les maladies proliféraient et où les morts étaient laissés là où ils tombaient, parce que personne n'avait la force de les enterrer dignement. Au milieu de cette désintégration, Charles maintenait une routine macabre, semblant de plus en plus déconnectée de la réalité. Chaque matin, il sortait de sa tente vêtu d'une armure différente, comme s'il se préparait pour un défilé militaire plutôt que pour diriger une armée au bord de l'effondrement. Il insistait pour inspecter quotidiennement les troupes, arpentant les rangs de soldats faméliques et malades, tout en prononçant des discours motivants qui devenaient de plus en plus incohérents et bizarres. Les dernières paroles cohérentes de Charles furent consignées par son confesseur, le père Antoine de Luxembourg, la veille de la bataille finale. Lors de ce qui devait être sa dernière confession, Charles aurait dit « Père, j'ai péché contre Dieu en croyant pouvoir commander le destin comme si j'étais le Créateur lui-même. À présent, je vois que je n'étais qu'un instrument de la Providence, façonné pour montrer au monde la vanité des ambitions humaines. Demain, je paierai le prix de ma hubris et peut-être trouverai-je enfin la paix qui m'a échappé de mon vivant. » Le matin de la bataille finale offrit un phénomène météorologique que bien des contemporains interprétèrent comme un présage divin. Un brouillard épais et surnaturel recouvrit tout le champ, mais seulement aux abords du camp bourguignon, tandis que les lignes ennemies restaient visibles sous un ciel dégagé. Charles interpréta cela comme un signe favorable, affirmant que Dieu envoyait la brume pour masquer ses mouvements, mais ces hommes y virent un mauvais augure qui les démoralisa davantage. La préparation de Charles pour sa dernière bataille fut un rituel élaboré, mêlant éléments de cérémonie militaire, dévotion religieuse et paranoïa croissante. Il passa 2 heures revêtu d'une armure ayant appartenu à ses ancêtres, pièce par pièce, tout en murmurant les noms de tous les ducs de Bourgogne qui l'avaient précédé. Chaque équipement fut béni par le chapelain du camp, et Charles insista pour porter des reliques sacrées qu'il avait accumulées au fil des années de pèlerinage et de conquête. Le moment où Charles monta son cheval pour la dernière fois fut décrit par plusieurs témoins comme simultanément majestueux et profondément perturbant. Malgré son état physique dégradé, il irradiait une autorité telle qu'il fit taire même les plus sceptiques parmi ses hommes, ne serait-ce que momentanément. Son destrier noir, nommé Meurthe, qui l'avait accompagné dans des dizaines de batailles, semblait ressentir la gravité de l'instant, restant immobile tandis que son maître prononçait ce qui serait son ultime discours. « Homme de Bourgogne !» cria Charles d'une voix résonnant sur tout le champ. « Aujourd'hui, nous ne combattons pas simplement pour des territoires ou des richesses. Nous combattons pour l'âme même de l'Europe, contre ceux qui veulent nous réduire en esclaves de rois inférieurs.
Je préfère mourir en lion plutôt que vivre en agneau. Que Dieu reconnaisse votre ardeur. » Le discours, bien que bref, ralluma une ultime étincelle de loyauté dans le cœur de ces hommes exténués, beaucoup criant son nom avec une passion qui contrastait grotesquement avec leur apparence famélique et malade. La charge initiale menée par Charles fut, de l'avis de tous les témoins, un spectacle de courage désespéré qui impressionna même ses ennemis. Galopant en tête de ses hommes, épée levée, il taillait un chemin à travers les premières lignes adverses, tel un élément de la nature, sa lame scintillant dans la faible clarté du matin, tandis qu'il fendait la marée de lances et d'albardes. Pendant un bref instant, il sembla que sa vaillance personnelle pourrait compenser tous les désavantages de son armée. Mais la réalité tactique reprit vite le dessus sur l'héroïsme individuel. L'armée bourguignonne, numériquement inférieure d'environ 3 pour 1 et mal coordonnée, fut rapidement encerclée sur les flancs. Charles, percevant que la bataille était perdue, prit une décision qui marquerait sa légende. Plutôt que de tenter de s'échapper ou de se rendre, il choisit de combattre jusqu'au bout, se battant avec une férocité proche de la folie, tandis que ses hommes tombaient autour de lui. Les derniers instants de Charles sont reconstitués à travers des récits fragmentaires de soldats de part et d'autre du champ qui se trouvaient assez proches pour assister à sa mort. Entouré d'ennemis et avec son cheval mortellement blessé, le duc continua de se battre à pied, sa lame traçant des arcs sauvages, tandis que le sang s'écoulait de dizaines de blessures dans son armure. Un soldat suisse raconta avoir vu Charles rire tout en combattant, un son décrit comme le rire d'un homme ayant enfin trouvé ce qu'il cherchait. La mort définitive de Charles ne survint pas par un seul coup héroïque, mais sous l'effet cumulé de blessures multiples et d'un épuisement total. Des témoins décrivirent comment il chancela, tenta de s'appuyer sur son épée, puis tomba à genoux dans la boue ensanglantée. Même à terre, il tenta de continuer à se battre, balançant son arme de façon erratique jusqu'à ce qu'il s'effondre, sa respiration devenant de plus en plus laborieuse jusqu'à s'arrêter complètement. Le silence qui suivit la mort de Charles fut décrit comme surnaturel par plusieurs sources. Pendant quelques instants, la bataille sembla suspendre son cours autour de son corps gisant, comme si alliés et ennemis reconnaissaient tous qu'un événement majeur venait de s'achever. Puis, telle une marée libérée, la violence reprit de plus belle, tandis que les derniers défenseurs bourguignons étaient méthodiquement exterminés. La profanation du corps de Charles commença presque immédiatement après sa mort. Des soldats ennemis, dont beaucoup avaient perdu des frères d'armes lors des campagnes précédentes contre le duc, dépouillèrent ce dernier de son armure précieuse et laissèrent de son cadavre nu dans la neige. Certains urinèrent sur le corps ou le frappèrent du pied, libérant des années de peur et de haine accumulées. La transition de Charles, craint conquérant, en cadavre humilié, fut accomplie en quelques minutes. La recherche du corps dans les jours suivants révéla l'état grotesque dans lequel Charles avait été abandonné. Chiens, errants et corbeaux avaient commencé à se repaître des morts, et le visage du duc était si mutilé que même ses serviteurs les plus proches eurent du mal à le reconnaître. La dignité qu'il avait maintenue jusqu'à ces derniers instants avait été entièrement anéantie par la mort et les éléments. L'impact psychologique de la découverte du corps sur Margaret d'York fut dévastateur et durable. Lorsqu'Olivier de la Marche revint à Bruxelles avec la confirmation de la mort et une description détaillée de l'état du corps, Margaret aurait hurlé avec une telle intensité que des vitres se brisèrent dans sa chambre. Elle passa ensuite 3 jours dans un état catatonique, alternant entre sanglots incontrôlables et silence absolu qui terrorisait ses serviteurs. La cérémonie funéraire improvisée à Nancy fut une parodie mélancolique contrastant brutalement avec les obsèques somptueuses qu'avaient connues ses ancêtres. Son corps, dissimulé sous un simple drap pour masquer les blessures, fut
placé dans un cercueil de bois grossier fourni par la charité de René de Lorraine. Seuls quelques soldats bourguignons survivants assistèrent, beaucoup pleurant ouvertement non seulement la mort de leur commandant, mais la destruction totale de tout ce pourquoi ils avaient combattu. La fragmentation immédiate des territoires bourguignons après la mort de Charles montra à quel point son pouvoir reposait sur sa personne et ne pouvait se transmettre. Sans son aura intimidante pour maintenir l'unité, les divers domaines qui composaient ses possessions se tournèrent rapidement vers d'autres protecteurs. La France annexa la Bourgogne proprement dite, les Habsbourg prirent possession des Pays-Bas par le mariage avec Marie, et de nombreux petits nobles déclarèrent leur indépendance ou s'allièrent à des puissances plus importantes. Marie, de Bourgogne, héritière subite d'un héritage morcelé, fit face à des défis qui auraient ébranlé même son père à son apogée. Âgée de 19 ans, elle se retrouva responsable de territoires en guerre, d'un trésor vidé et de sujets méfiants doutant de sa capacité à gouverner. Son mariage précipité avec Maximilien d'Autriche fut autant une nécessité politique qu'une tentative désespérée de préserver quelque chose du rêve bourguignon paternel. Les derniers serviteurs fidèles de Charles se dispersèrent à travers l'Europe après sa mort, beaucoup emportant avec eux des récits et des reliques de leur temps au service ducal. Certains devinrent mercenaires, d'autres rejoignirent des monastères, mais tous portaient la marque psychologique d'avoir servi un homme dont la grandeur et la folie devenaient indiscernables. Leurs récits, consignés dans des couvents et des cours au fil des décennies, fondèrent la légende de Charles qui se répandit à travers toute l'Europe. La bibliothèque personnelle de Charles, dispersée après sa mort, révéla des aspects intimes de sa personnalité jusque-là ignorés. Parmi ces livres furent retrouvées des notes marginales montrant un esprit brillant luttant contre des obsessions grandissantes. Dans un traité sur le gouvernement, il avait écrit « Le pouvoir corrompt, non pas parce qu'il rend les hommes mauvais, mais parce qu'il leur fait croire qu'ils peuvent transcender leur humanité. » Dans un autre, sur la stratégie militaire, la victoire n'appartient pas au plus fort, mais à celui qui est prêt à tout sacrifier. Les œuvres d'art commandées par Charles durant ces dernières années reflétaient son obsession croissante pour la mortalité et l'héritage. Une série de tapisseries inachevées, découvertes dans ses appartements à Bruxelles, montrait des scènes de la vie d'Alexandre le Grand, mais avec la figure d'Alexandre se transformant progressivement en celle de Charles au fil des panneaux. Le dernier panneau non achevé représentait Alexandre Charles, couronné par les dieux, mais les visages divins étaient des crânes rieurs. L'influence de Charles sur l'art militaire subsista bien au-delà de sa mort. Ses innovations tactiques, notamment l'usage coordonné de l'artillerie et de l'infanterie, furent étudiées et adaptées par des généraux partout en Europe. Paradoxalement, ce furent ses ennemis suisses qui tirèrent le mieux profit de ces enseignements, développant des techniques dominant les champs de bataille européens durant les décennies suivantes. L'ironie ne manquait pas de frapper les contemporains. Charles avait créé les armes qui provoqueraient sa chute. Les rêves grandioses de Charles inspirèrent toute une génération de nobles européens, beaucoup le voyant en modèle, jusqu'à ce que sa mort démontrât les dangers d'une ambition démesurée. Son exemple servit d'avertissement sur les limites du pouvoir personnel, mais aussi d'inspiration pour ceux qui rêvaient de gloires similaires. Le sacré empereur, romain germanique, Maximilien Punch, beau-père de Marie de Bourgogne, modela consciemment nombreux aspects de sa personne publique sur Charles, mais avec beaucoup plus de prudence et de diplomatie. La métamorphose de Charles en symbole littéraire commença presque immédiatement après sa mort. Chroniqueurs et poètes de toute l'Europe commencèrent à élaborer des versions toujours plus élaborées de sa vie et de sa mort, soulignant différents aspects de sa personnalité selon leurs propres ambitions politiques et artistiques. Pour certains, il devint le symbole de la chevalerie guerrière en déclin, pour d'autres, un exemple des ravages du orgueil sans mesure. La correspondance diplomatique des années suivant la mort de Charles révèle comment son absence modifia et profondément l'équilibre du pouvoir en Europe. Le roi Louis XI de France,
d'ordinaire prudent face à la menace bourguignonne, devint beaucoup plus agressif dans ses politiques expansionnistes. Le Saint-Empire romain germanique, par le biais de l'alliance des Habsbourg avec l'héritage bourguignon, accéda à des territoires et des ressources qui transformèrent à jamais la dynamique politique de l'Europe centrale. Le sort final des objets personnels de Charles entra dans la légende. Son épée récupérée sur le champ de bataille passa par de nombreuses mains avant de disparaître complètement durant les guerres de religion du XVIe siècle. Sa couronne ducale fut fondue par les Français pour financer des campagnes militaires, une fin pratique qui aurait horrifié l'homme qui la portait avec tant de fierté. Ses armures furent distribuées comme trophées ou vendues à des collectionneurs, morcelant physiquement le symbole de son pouvoir. Margaret d'York consacra les années suivantes à préserver la mémoire de son époux. Mais ses tentatives révélaient souvent davantage sa propre psychologie traumatisée que la réalité historique de Charles. Elle commanda des biographies présentant une version idéalisée du duc, supprimant ou minimisant les aspects les plus dérangeants de sa personnalité. Bien qu'historiquement douteuses, ces œuvres contribuèrent à forger l'image romantique de Charles qui influerait écrivains et artistes pendant des siècles. La mort de Charles marqua la fin effective du Moyen-Âge bourguignon et le début d'une nouvelle ère dominée par les États-nations modernes. Sa tentative de créer un royaume indépendant entre la France et le Saint-Empire fut la dernière grande expression de l'idéal féodal de pouvoir personnel fondé sur la loyauté et la force militaire individuelle. Sa faillite démontra que l'avenir appartenait à des entités politiques plus complexes et bureaucratiques. Les échos de sa vie et de sa mort résonnèrent à travers les siècles dans la littérature et la culture populaire. Shakespeare put s'inspirer d'éléments de son histoire pour donner vie à certains de ses rois tragiques. Plus récemment, George R.R. Martin reconnut explicitement Charles comme l'une des inspirations de personnages dans A Song of Ice and Fire, en particulier dans la manière dont le pouvoir absolu peut corrompre et détruire même ceux qui paraissent d'abord nobles et capables. L'analyse moderne de Charles le Téméraire révèle un homme pris entre deux époques, né dans un monde médiéval où le pouvoir personnel et l'honneur militaire prévalaient, mais contraint d'évoluer dans un contexte de plus en plus dominé par la diplomatie, l'économie et la politique étatique. Son incapacité à s'adapter à ces mutations, associée à une personnalité naturellement extrême, créa les conditions de sa destruction spectaculaire. L'héritage ultime de Charles ne réside pas dans des territoires conquis ou des dynasties établies, mais dans la leçon durable sur les conséquences de l'ambition démesurée. Sa vie sert d'étude de cas, montrant comment les mêmes qualités qui propulsent un individu au pouvoir, courage, détermination, vision, peuvent engendrer sa perte lorsqu'elles sont poussées à l'extrême. Dans la neige ensanglantée de Nancy mourut non seulement un homme, mais toute une conception de l'exercice du pouvoir dans le monde moderne naissant. L'histoire de Charles le Téméraire demeure l'un des exemples les plus saisissants de la littérature universelle sur la nature tragique de l'ambition et les conséquences inéluctables de la hubris. Son trépas, nu et méconnaissable dans la boue glacée, reste un rappel éternel que, peu importe l'altitude atteinte, tous les hommes sont mortels, et que le pouvoir terrestre est en définitive une illusion aussi fragile que la vie qui le soutient.